J'ai toujours pensé que la famille était l'endroit le plus sûr, jusqu'à cette nuit où ils ont levé leur verre pour un toast, puis ont glissé discrètement des preuves dans mon sac à dos. Ils voulaient ma chute. J'ai silencieusement retourné la situation, glissant la vérité dans la poche de celui qui avait tendu le piège. Quelques minutes plus tard, la police a fait irruption, les lumières rouges et bleues clignotant contre les murs, les regards paniqués se tournant vers moi. Je me suis levé calmement, levant les mains, les laissant me fouiller. Rien, pas la moindre trace de ce qu'ils s'attendaient à trouver. Car dans ce jeu, le chasseur était devenu la proie. Bonjour, je m'appelle Julien Moreau. J'ai 33 ans et je vis dans un petit appartement au centre de Lyon. Je suis le chef comptable du groupe Beaumont Énergie et Infrastructure, le conglomérat énergétique et d'infrastructures géré par ma famille. Ça semble glamour, n'est-ce pas? Mais si vous regardez plus profondément, au-delà du vernis poli des galas arrosés de vin et des photos de famille parfaitement mises en scène, vous verrez une autre vérité. Une vérité que j'ai appris à accepter depuis longtemps. Je n'appartiens pas à leur monde. Ma famille, ou plutôt la famille Moreau, vit dans un hôtel particulier luxueux à Neuilly-sur-Seine, près de Paris. C'est un endroit où les murs blancs immaculés brillent sous la lumière du soleil et les jardins sont entretenus à la perfection. Mon père, Philippe Moreau, 63 ans, est le président du conseil d'administration de Beaumont. C'est un homme grand aux cheveux argentés méticuleusement coiffés et à la voix grave et métallique, froide comme l'acier lui-même. Pour lui, l'honneur et l'image de la famille sont tout. La vérité ne compte que si elle ne ternit pas le nom des Moreau. Je ne l'ai jamais vu sourire sincèrement, sauf quand il se tient devant les actionnaires ou signe un contrat de plusieurs millions d'euros. Ma mère, Viviane, 58 ans, est l'incarnation de l'élégance. Elle apparaît toujours dans des robes coûteuses, ses cheveux parfaitement bouclés et un sourire répété qui dissimule toute émotion réelle. Mais je sais que derrière cette façade se cache une femme vivant dans la peur. La peur de perdre sa place dans la haute société. La peur des chuchotements dans son dos lors des galas de charité. Elle essaie toujours d'apaiser les tensions dans la famille. Mais je sens l'inquiétude dans chaque mouvement de sa main, arrangeant ses cheveux. Et puis, il y a Mathieu, mon frère cadet, 28 ans, directeur du développement de projet chez Beaumont. Mathieu est le genre de personne que vous remarquez immédiatement dans une foule. Sourire radieux, costume parfaitement ajusté et une confiance qui frôle l'imprudence. Il est ambitieux, mais cette ambition mène souvent à des décisions impulsives. Mathieu dépense l'argent comme de l'eau. Des voitures de sport aux vacances extravagantes. J'ai entendu des murmures dans l'entreprise au sujet de ses dettes, des dépenses non comptabilisées dans les grands projets. Mais pour mes parents, Mathieu est la lumière, l'espoir, celui qui portera Beaumont vers de nouveaux sommets. Et moi, je suis juste celui qui travaille dans l'ombre, vérifie les chiffres, corrige les erreurs et empêche tout de s'effondrer. Je ne suis pas du genre à me plaindre. J'aime la clarté, la précision et, par-dessus tout, l'honnêteté. C'est peut-être pourquoi je ne me suis jamais vraiment intégré à ma famille. Chaque matin, je me réveille dans mon petit appartement à Lyon. Je prépare une tasse de café noir et je m'assois devant l'écran de mon ordinateur portable, où les chiffres racontent une histoire que personne dans ma famille ne veut entendre. Le groupe Beaumont. Énergie et infrastructure, la fierté et la joie de mon père, est en équilibre précaire. Ces dernières années, le marché régional de l'énergie s'est effondré. Les prix du pétrole ont chuté, les grands projets d'infrastructure ont été retardés et les contrats de plusieurs millions d'euros sont devenus des trous noirs financiers. Je le vois aussi clairement que le jour dans les bilans. Des chiffres rouges criants, des budgets dépassés, des dettes croissantes. Mais chaque fois que j'essaie de m'exprimer, tout ce que j'obtiens, c'est un silence glacial ou des regards méprisants. Mathieu, mon frère cadet, est au centre de cette tempête, bien que personne n'ose l'admettre. En tant que directeur du développement de projet, il a l'autorité de prendre des décisions d'investissement majeures. Mais Mathieu n'est pas un homme prudent. Il investit de manière imprudente dans des projets irréalisables, dépense de l'argent comme de la petite monnaie et, pire encore, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles il graisse la patte de mauvais partenaires. J'ai essayé de les avertir. Pas qu'une seule fois. Lors des réunions internes, je me lève, ma voix calme mais ferme, présentant les chiffres, les risques, les signaux d'alarme que j'ai découverts. Mais chaque fois, mon père, Philippe, me regarde simplement avec un regard métallique. Tu ne comprends que les chiffres, Julien, dit-il, sa voix coupant comme un couteau. Tu ne comprends pas la vision. La vision?
Le mot résonne dans mon esprit comme une moquerie. Pendant ce temps, Mathieu est loué comme celui qui ose prendre des risques pour l'avenir. Il entre dans les réunions avec un sourire confiant, racontant des histoires grandioses sur de nouveaux projets. Les actionnaires hochent la tête avec approbation. Mon père sourit avec satisfaction, et je reste assis là, essayant de rester calme tout en sachant que les promesses de Mathieu poussent Beaumont au bord du gouffre. La pression financière monte. Certains actionnaires ont commencé à poser des questions difficiles. Pourquoi le projet de Marseille a-t-il doublé son budget? Où sont passés les 5 millions d'euros pour le partenaire de Toulouse? Je veux répondre, pointer du doigt les erreurs de Mathieu, mais chaque fois que j'ouvre la bouche, mon père ou Mathieu m'interrompt. Et puis, comme s'il suivait un scénario écrit, ils commencent à me blâmer. Julien doit mieux contrôler les rapports financiers, dit Mathieu avec fluidité. Peut-être que la comptabilité a raté quelque chose. Mon père hoche la tête, ses yeux suggérant que j'ai échoué. J'ai l'impression d'étouffer. Chaque nuit, je rentre chez moi la tête lourde, j'ouvre mon ordinateur portable et je révise chaque chiffre, chaque transaction. Mais plus je creuse, plus je réalise que quelque chose ne va pas. Certaines dépenses sont cachées, enregistrées sous des codes vagues. Quelques comptes internes auxquels j'avais accès sont maintenant verrouillés. J'ai essayé de demander à Mathieu, mais il rit simplement, me tapotant l'épaule comme un enfant. « Tu t'inquiètes trop, Julien. Tout est sous contrôle. » Mais je sais que rien n'est sous contrôle. Quelque chose est dissimulé et on me pousse sur le côté. Ma relation avec mon père est devenue encore plus tendue. Dans un rare moment où je l'ai confronté directement, j'ai demandé sans détour « Papa, y a-t-il quelque chose qu'on ne me dit pas ?» Il m'a regardé, son regard perçant, et a répondu « Julien, ton travail est de maintenir les chiffres corrects. N'essaie pas de faire des choses au-delà de tes capacités. » Ces mots étaient comme une gifle. Ils m'ont fait réaliser que pour lui, je n'avais jamais vraiment fait partie de la famille Moreau. Ma mère, Viviane, sent la tension entre nous. Elle essaie de médier, comme toujours. Un après-midi, elle m'a appelé à l'hôtel particulier. « Julien, ne laisse pas les choses aller trop loin. Notre famille doit rester unie. » Je l'ai regardé, voulant dire que cette famille n'avait jamais été unie. Mais j'ai simplement hoché la tête, sachant que mes mots ne changeraient rien. Au fil des jours, j'ai l'impression de marcher sur une corde raide. Je sais que Beaumont est au bord d'une crise, et je sais qu'on me positionne comme celui sur qui la faute retombera. Mais je ne peux pas m'arrêter. Je continue à creuser, à examiner chaque transaction, chaque email. Et chaque fois que je trouve quelque chose de suspect, mon cœur bat plus vite. Pas par peur, mais parce que je sais que je me rapproche de la vérité. Après des semaines de tension, mon téléphone a vibré un après-midi. C'était ma mère, Viviane. Sa voix au téléphone était douce, inhabituellement douce. « Julien, chérie, demain soir nous organisons un petit dîner de famille à Neuilly-sur-Seine, juste pour arranger les choses. Tu viendras, n'est-ce pas ?» J'ai serré le téléphone, une vague d'inquiétude montant en moi. Arranger les choses? Notre famille n'avait jamais été assez proche pour avoir besoin d'arranger quoi que ce soit. Mais il y avait quelque chose dans la voix de ma mère, une fragilité rare qui m'a fait hésiter. Une partie de moi voulait croire que les choses pouvaient être différentes. Une autre partie, au plus profond de moi, murmurait que ce n'était pas juste un dîner. J'ai pris une profonde inspiration et répondu « Je serai là, maman ». Le lendemain après-midi, j'ai conduit sur les routes sinueuses menant à Neuilly-sur-Seine. L'hôtel particulier des Moreau brillait sous le soleil couchant. Je me suis garé devant le portail, sentant comme si je montais sur une scène préparée d'avance. La table à manger était impeccablement dressée. Nappes blanches immaculées, verres à vin étincelants et bouquets de roses rouges parfaitement disposés. Mais ce qui m'a frappé, c'était la liste des invités. Pas seulement la famille, mais les principaux actionnaires de Beaumont et quelques cadres clés. L'atmosphère était trop parfaite, trop impeccable. Ce n'était pas un dîner de famille. C'était une performance. Alors que je sortais de la voiture, mon téléphone a légèrement vibré dans ma poche. Un message d'un numéro inconnu. « Sois prudent, Julien. Quelqu'un veut te faire du mal. » Mon cœur s'est arrêté une seconde. J'ai regardé autour de moi, mais tout ce que j'ai vu, c'était le personnel s'affairant aux préparatifs. J'ai remis le téléphone dans ma poche, essayant de maintenir une expression calme. Mais à l'intérieur, chaque nerf était tendu. Qui a envoyé ce message? Et qui voulait me faire du mal?
Je n'avais pas de réponse, seulement la résolution tranquille de marcher vers la maison où un piège m'attendait. À l'intérieur, la salle à manger était remplie de rires et de tintements de verre. Mon père, Philippe, se tenait en bout de table, vêtu d'un élégant costume noir, sa voix profonde résonnant tandis qu'il saluait tout le monde. Ma mère, dans une robe de soie émeraude, glissait parmi les invités avec son sourire parfait. Mathieu, comme d'habitude, était au centre de l'attention, riant bruyamment, tapant un actionnaire sur l'épaule et promettant des projets révolutionnaires. Je me tenais dans un coin de la pièce, un verre de vin à la main, essayant de me fondre dans l'atmosphère, mais mes yeux ne cessaient d'observer. Tout le monde souriait, conversait naturellement, mais quelque chose clochait. Le sourire de mon père était trop rigide. Le regard de Mathieu sur moi était trop furtif. Philippe et Mathieu ont tour à tour insisté pour que je boive. « Allez, Julien, un toast à la famille », a dit Mathieu en levant son verre, son sourire rayonnant mais ses yeux froids. Mon père a hoché la tête, ajoutant « Nous faisons tous des erreurs, mais la famille est l'endroit où nous pardonnons. » Les mots sonnaient chaleureux, mais ils ont envoyé un frisson dans mon dos. J'ai pris une gorgée de vin, mais dans mon esprit, ce message anonyme continuait à rejouer. Je me suis excusé pour aller aux toilettes. Quand je me suis retourné pour revenir, j'ai aperçu Mathieu s'approcher de mon sac à dos posé sur la table, se penchant et l'ouvrant pour y glisser quelque chose. Ces mouvements si rapides qu'ils étaient presque imperceptibles. Mon cœur a battu, non par peur, mais parce qu'un soupçon prenait forme. J'ai fait semblant de ne pas remarquer, mais dans mon esprit, les pièces commençaient à se connecter. Pendant que Mathieu et mon père étaient absorbés dans une conversation avec un actionnaire majeur, je suis retourné discrètement à mon sac. Mes mains tremblaient légèrement alors que je l'ouvrais, et comme je le soupçonnais, il y avait une enveloppe inconnue glissée entre les papiers. Je l'ai ouverte prudemment, m'assurant que personne ne voyait. À l'intérieur se trouvait un contrat de partenariat avec un concurrent de Beaumont, portant ma signature, mais je savais que ce n'était pas la mienne. Il y avait aussi une carte bancaire et une clé USB. J'ai pris une profonde inspiration, sentant comme si le sang dans mes veines s'était transformé en glace. Il me piégeait pour me faire passer pour un détourneur de fonds, un traître. Toutes les dépenses louches, les projets ratés, il voulait tout me mettre sur le dos. J'ai fermé l'enveloppe, mon cœur battant, mais mon esprit n'avait jamais été aussi clair. J'ai regardé autour de moi. Mathieu riait toujours, mon père hochant la tête à un invité, ma mère occupée avec son verre de vin. Personne ne me regardait. J'ai discrètement glissé l'enveloppe dans la poche intérieure de la veste de Mathieu, qui était accrochée sur une chaise voisine. Mes mouvements étaient rapides, silencieux, indétectables. Je suis retourné à la table, affichant un léger sourire, comme si rien ne s'était passé. Mais à l'intérieur, je savais que le jeu venait de commencer, et je n'avais pas l'intention de perdre. Alors que la fête atteignait son apogée, la musique s'est brusquement arrêtée. La porte de la salle à manger s'est ouverte brusquement, et 2 policiers sont entrés, leurs uniformes bleu foncé contrastant fortement avec le décor opulent. Derrière eux se tenait un homme d'âge moyen en costume. Il s'est présenté comme représentant de l'inspection financière d'Île-de-France. La pièce s'est figée. Les sourires se sont gelés sur les visages des invités. Le représentant s'est avancé, sa voix claire et froide. Nous avons reçu une plainte du groupe Beaumont Énergie et Infrastructures, accusant M. Julien Moreau de détournement de fonds et de transfert non autorisé d'actifs internes. Un murmure a parcouru les actionnaires. Ma mère a failli laisser tomber son verre. Mon père se tenait rigide. Mathieu, debout à quelques pas, a feint le choc. « Julien ? Impensable !» a-t-il dit, sa voix aiguë et théâtrale. Je me suis levé lentement, sentant tous les regards dans la pièce sur moi. Mon cœur battait, mais pas de peur. J'ai regardé directement le représentant, ma voix douce mais ferme. « Je n'ai rien fait de mal. Si vous le souhaitez, fouillez-moi. Je n'ai rien à cacher. » Mon père a hoché la tête aux officiers. « Faites votre travail. Nous voulons que la vérité éclate. » La police a commencé sa fouille. Ils ont ouvert mon sac à dos, feuilleté chaque document, vérifié mon ordinateur portable, mon téléphone, même mon portefeuille. Je restais là, les mains dans les poches, observant chacun de leurs mouvements. Rien. Pas un seul papier. Pas une trace de quoi que ce soit qui pourrait m'impliquer. Un officier a secoué la tête. Il n'y a rien de suspect, ici. J'ai vu Mathieu froncer les sourcils, ses yeux commençant à vaciller. Mon père restait immobile, mais sa main s'est serrée en poing. Je me suis avancé, ma voix toujours calme mais teintée d'acier. Peut-être cherchez-vous au mauvais endroit. S'il y a une plainte, il doit y avoir des preuves quelque part.
Je suggère que vous vérifiez le directeur Mathieu Moreau. La pièce s'est figée à nouveau. Mathieu a laissé échapper un rire forcé. Julien, tu plaisantes? Je n'ai rien à voir avec ça. Mon père a froncé les sourcils. Ne fais pas perdre de temps à tout le monde, Julien. Mais je n'ai pas vacillé. Vérifiez simplement. S'il n'y a rien, je m'excuserai. Mathieu a haussé les épaules. Très bien, allez-y et vérifiez. Je n'ai rien à craindre. Un officier s'est approché de la veste de Mathieu, accrochée sur une chaise. Je me tenais là, mon cœur battant de certitude. Je savais exactement ce qu'ils allaient retrouver. L'officier a plongé sa main dans la poche intérieure et a sorti une enveloppe en papier Kraft. Il l'a ouverte, retirant un ensemble de contrats portant le logo de Beaumont, une carte bancaire et une petite clé USB. L'air dans la pièce s'est instantanément glacé. Tous les yeux se sont tournés vers la table. « Attendez, ce sont des documents pour le transfert de fonds internes de Beaumont », a dit un actionnaire. « Ce sont des preuves de détournement de fonds » a murmuré un autre, stupéfait. Mathieu s'est précipité vers l'officier, arrachant les papiers, ses yeux écarquillés de panique. « Qu'est-ce que c'est? Je ne sais rien de tout ça !» Il a feuilleté les pages rapidement, et quand il a vu la signature, ma signature contrefaite, son visage est devenu pâle. Mon père se tenait immobile, son visage se vidant de ses couleurs. Ma mère a failli laisser tomber son verre, ses mains tremblant. « Julien, que se passe-t-il » a-t-elle chuchoté. Je me suis avancé, ma voix claire, assez forte pour que tout le monde entende. Je n'ai pas trahi Beaumont, mais quelqu'un dans cette maison l'a fait, et ils ont essayé de me faire porter le chapeau. J'ai regardé droit vers Mathieu, puis vers mon père. Leurs yeux, panique, colère, impuissance, étaient tout ce dont j'avais besoin de savoir. J'avais gagné ce round. Mathieu bégayait. Cette signature, c'est celle de Julien. Il essaie de me piéger. Mais j'ai secoué la tête. C'est une fausse signature. J'exige une enquête approfondie. La vérité éclatera. La police a documenté les preuves. Les actionnaires ont commencé à murmurer. Grégoire Grant, le deuxième plus grand actionnaire, s'est levé, sa voix tremblante de colère. Si c'est vrai, c'est un scandale. Beaumont ne peut pas continuer comme ça. L'honneur sur lequel Philippe et Mathieu avaient construit leur vie s'effondrait dans cette pièce. Ma mère s'est effondrée dans un fauteuil, les mains couvrant son visage. Je l'ai regardée, ressentant un pincement de pitié. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'avais été acculé, étiqueté comme criminel, et maintenant je reprenais simplement ce qui m'appartenait. La police est partie avec les preuves. La fête s'est dissoute dans le silence. Mathieu et mon père se tenaient là immobiles, comme des statues brisées. Je me suis retourné et suis sorti, sentant leur regard dans mon dos. Mais alors que je sortais et respirais l'air froid de la nuit, j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement. Pas la joie de la victoire, mais le sentiment de quelqu'un qui venait de se libérer de ses chaînes. Le lendemain matin, la nouvelle s'est répandue comme un feu de forêt. Mathieu Moreau impliqué dans un détournement de fonds. Philippe savait-il? Julien a-t-il sauvé l'entreprise? Le conseil d'administration a convoqué une réunion d'urgence au siège de Lyon. Lorsque je suis entré, les regards des actionnaires se sont fixés sur moi. L'atmosphère était étouffante. Mon père était assis en bout de table, son costume toujours impeccable, mais ses yeux manquaient de leur tranchante habituelle. Mathieu essayait de maintenir sa façade confiante, mais ses mains agrippaient le bord de la table. Mon père a ouvert la réunion. Les événements de la nuit dernière n'étaient qu'un malentendu. Nous allons tout clarifier. Mais ces mots manquaient de conviction. Grégoire Grant l'a interrompu. Si c'était un malentendu, pourquoi les preuves ont-elles été trouvées dans la veste de Mathieu? Mon père a hésité. Les actionnaires ont pressé avec des questions implacables. Où sont passés les 5 millions d'euros? Qui a approuvé les contrats douteux? Julien a averti il y a longtemps. Pourquoi personne n'écoutait? Mathieu a essayé de se défendre. Je pense que c'est une erreur comptable. Le département financier a probablement échoué. Un représentant d'audit a levé la main. Nous avons examiné les documents. Les dépenses irrégulières ont toutes été approuvées par Mathieu Moreau. Il n'y a aucune preuve contre Julien Moreau. La pièce s'est figée. Mon père a baissé la tête. Sous la pression, le conseil a pris sa décision. Philippe et Mathieu ont été suspendus. J'ai été nommé directeur intérimaire. Grégoire Grant s'est levé. Julien essaie de protéger Beaumont depuis longtemps. Nous avons besoin de transparence. Mathieu s'est levé d'un bond. Il manipule tout. Il m'a piégé. Mais personne ne l'a cru. Je me suis levé, ma voix calme. Je ne cherche pas la revanche.
Je veux juste que Beaumont reprenne le bon chemin, transparent et propre. Pour la première fois, j'ai senti que je n'étais plus un étranger. Mais la victoire avait un goût amer. Dans mon bureau, Philippe et Mathieu ont fait irruption sans frapper. Mon père, tremblant de rage. Tu penses avoir gagné? Tu penses pouvoir détruire cette famille? Je n'ai rien détruit. J'ai seulement protégé Beaumont. Mathieu a ricané. Tu es un raté jaloux. Tu as eu recours à des sales tours. Mon père est intervenu. Tu n'as pas le droit de te sentir supérieur. Tu ne mérites pas le nom Moreau. Puis il a continué, et ces mots m'ont frappé comme un poignard. Tu n'es qu'un bâtard, un ingrat qui rend le mal pour le bien. Ces mots ont explosé dans mon esprit. La pièce a semblé cesser de bouger. Mon père est parti, me laissant seul. Bâtard, ingrat. Les souvenirs ont afflué. J'étais toujours ignoré, puni pour des erreurs mineures. Mathieu toujours favorisé. Y avait-il un secret caché depuis 33 ans? Dans les jours qui ont suivi, je me sentais comme un fantôme. Je ne pouvais plus rester assis tranquillement. Je devais aller à l'hôtel particulier, où mon père gardait tous ses secrets. J'ai appelé Grace, notre gouvernante, et j'ai appris que mes parents assistaient à un événement caritatif. L'opportunité s'était présentée. Je suis allé directement au bureau de Philippe. J'ai fouillé dans les tiroirs, mes mains tremblant. Finalement, dans un tiroir verrouillé, j'ai trouvé un vieux dossier scellé. Élise Laurent. Mon cœur a semblé s'arrêter. J'ai brisé le sceau. À l'intérieur se trouvait un certificat de naissance. Julien Laurent. Mère, Élise Laurent. Père, inconnu. Une note de Philippe. Procédure d'adoption terminée. Personne ne doit mentionner cela. Le monde s'écroulait. Je n'étais pas leur fils biologique. J'étais l'enfant d'Élise Laurent, la sœur de Philippe, adoptée pour cacher la honte familiale. Quelques jours plus tard, j'ai organisé une rencontre avec Philippe et Viviane. Je n'ai pas tourné autour du pot. J'ai posé le dossier sur la table. Je sais tout. Je ne suis pas votre fils biologique. Je suis l'enfant d'Élise Laurent. Ma mère a laissé échapper un sanglot. Mon père s'est retourné, ses yeux étrangement calmes. Alors tu as découvert? Élise était une tache sur notre famille. Une fille stupide qui est tombée enceinte hors mariage. Nous t'avons adoptée pour tout cacher. Tu devrais être reconnaissant. J'ai senti une vague de colère. Reconnaissant? Reconnaissant d'avoir été traité comme un étranger toute ma vie? Mon père a ricané. Élise était une ratée, et tu ne vaux pas mieux. Tu n'es rien. Pour la première fois de ma vie, j'ai crié « Je n'ai pas besoin de votre nom, Moreau. Je n'ai pas besoin de cette famille. » Je me suis retourné et suis sorti sans regarder en arrière. Ma mère a appelé mon nom, mais je ne me suis pas arrêté. Quelques semaines plus tard, le rapport officiel a été publié. Philippe et Mathieu avaient manipulé les finances de Beaumont. J'étais complètement blanchi. Les médias ont titré « Chute de la famille Moreau, corruption chez Beaumont ». Le conseil a révoqué Philippe et Mathieu de toute fonction. J'ai été nommé directeur de la restructuration. Je me suis plongé dans le travail. Révision des contrats, réduction des dépenses. Sous ma direction, Beaumont s'est stabilisé. Les projets ont redémarré, les investisseurs sont revenus. Grégoire Grant a déclaré « Julien, vous avez accompli l'impossible. Beaumont revient grâce à vous. » Mais un vide persistait. Qui était Élise Laurent? Pourquoi avait-elle disparu? Un soir, un message est apparu. Si tu veux connaître toute la vérité, viens au vieux café près de la Seine. Je reconnaissais le numéro, celui qui m'avait averti. J'y suis allé. Dans le café presque vide, une femme d'âge moyen m'attendait. Ses yeux étaient étrangement familiers. « Tu as tellement grandi, Julien », a-t-elle dit doucement. Mon cœur s'est arrêté. Élise Laurent, ma mère biologique, vivante, devant moi. Je t'ai regardé chaque jour, chaque année, mais ils ne me laissaient pas t'approcher. Ils ont dit que si j'essayais de te reprendre, ils nous détruiraient tous les deux. Alors j'ai disparu. J'ai laissé croire que j'étais morte. Et c'est moi qui t'ai envoyé ce message d'avertissement au dîner. Je ne pouvais pas les laisser te détruire. Maman, j'ai murmuré. Le mot est sorti naturellement. Elle a éclaté en sanglots, saisissant mes mains. Je suis tellement désolé, Julien, pour les années où tu as dû endurer la solitude. Tu ne méritais pas ça. Je ne pouvais pas parler. Je tenais simplement ses mains, la première fois de ma vie que je savais vraiment ce que signifiait rentrer à la maison. Elle m'a raconté son histoire. Il y a de nombreuses années, tombée enceinte hors mariage, Philippe l'a forcée à quitter la ville, à simuler sa mort pour protéger la réputation familiale. En échange, il m'a adopté. « Mais tu n'as jamais été mon erreur », a-t-elle dit, sa voix se brisant.
Je me suis levé et l'ai enlacé. La première étreinte en plus de 30 ans. Toute la douleur semblait fondre. Je l'ai convaincu de quitter sa cachette. J'ai trouvé une maison modeste dans la banlieue de Lyon, avec un jardin. Le premier matin, nous avons bu du café ensemble, regardant la lumière filtrer à travers les feuilles. Tu aimes les marguerites a-t-elle demandé. J'ai souri. Oui, maman. Elles sont comme toi, simples, mais fortes. La maison est devenue mon sanctuaire. Chaque soir, je rentrais ici où ma mère m'attendait avec un dîner simple. Son jardin a fleuri, marguerites jaunes et lavandes violettes. J'ai appris à prendre soin des plantes, à vivre à nouveau. Un matin, je l'ai regardé s'occuper des fleurs, ses mains caressant doucement les pétales. Le chant des oiseaux se mêlait à la brise. C'était la pièce que nous pensions ne jamais avoir. Je n'étais plus Julien Moreau, l'étranger dans une famille mensongère. J'étais Julien Laurent, et j'avais trouvé ma famille, pas dans les murs polis de Neuilly-sur-Seine, mais dans cette petite maison avec la mère qui avait sacrifié sa vie pour me protéger. Ce soir-là, assis à la table de cuisine, j'ai pris un stylo et commencé à écrire. Pas des rapports, mais des pensées sur ce que j'avais traversé. Ma vie m'a appris que l'intégrité est une flamme qui ne s'éteint jamais. Chez Beaumont, je me suis battu pour la vérité. Il y a eu des nuits où je me demandais si je me jetais dans une bataille perdue. Je me souviens d'être assis dans mon bureau, vérifiant chaque chiffre, sachant que ma famille essayait de me détruire. Mais chaque fois que j'ai signé un rapport transparent, chaque fois que j'ai refusé les mensonges, j'ai senti la flamme brûler plus fort. L'intégrité, c'est faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde, même quand cela coûte tout. Laissez l'intégrité guider votre chemin. Quand j'ai découvert le complot, j'aurais pu rester silencieux. Mais j'ai choisi de m'exprimer, et cela m'a sauvé. J'ai aussi appris que chaque blessure peut guérir avec du temps et de l'amour. Les années de rejet ont laissé des cicatrices profondes. Quand j'ai découvert ma véritable identité, je pensais que cette douleur ferait à jamais partie de moi. Je me souviens des nuits seules dans mon appartement, sentant mon cœur se déchirer. Mais en trouvant ma mère, dans les moments simples avec elle, arrosant les plantes, buvant du café, j'ai réalisé que mon cœur guérissait. Pas parce que j'avais oublié le passé, mais parce que j'avais appris à m'aimer. Soyez patient avec vous-même. Ne cachez pas votre douleur. Laissez-la exister. Laissez-la vous enseigner comment devenir plus fort. Quand je regardais ma mère s'occuper de ses marguerites, j'ai compris que la vie n'est pas d'effacer les cicatrices, mais d'apprendre à vivre avec elles et de trouver la joie dans les petites choses. Donnez-vous du temps et ouvrez votre cœur à l'amour. J'ai fermé le cahier et regardé par la fenêtre. Les marguerites de ma mère fleurissaient dans le clair de lune. Je ne savais pas ce que demain apporterait, mais je savais que j'étais prêt. Non pas comme Julien Moreau, qui avait autrefois vécu dans l'ombre d'une famille mensongère, mais comme Julien Laurent, qui avait trouvé la lumière dans la vérité, l'amour et en lui-même.